Imaginez un chercheur qui ne dort jamais, qui a lu des millions d'articles. Et qui peut mener une étude scientifique de A à Z, de l'idée au manuscrit final. En moins d'une journée. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est le sujet de notre analyse aujourd'hui, basé sur un article fascinant qui s'appelle Virtuous Machines. Et cette image, elle répond à un problème très concret. Les chercheurs aujourd'hui sont juste submergés. On parle de combien de publications? Plus de 2,8 millions d'articles scientifiques par an. C'est un vrai déluge. Impossible de tout suivre. Exactement. Même dans un domaine de niche. Et ça freine l'innovation, parce que les grandes idées, elles viennent souvent de liens entre des disciplines différentes. C'est le fameux problème de la synthèse. On a les données, mais on a du mal à voir la grande image. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cet article. On va plonger dans la mécanique de ce système d'IA, voir ce qu'il a vraiment accompli. Et surtout se demander s'il est vraiment à la hauteur d'un chercheur humain. Alors, allons-y. Comment cette IA fonctionne concrètement? J'imagine que c'est pas juste un grand modèle de langage comme on en connaît. Non, absolument pas. C'est une architecture bien plus sophistiquée. L'article parle de système multi-agents. C'est-à-dire? Il faut l'imaginer comme une équipe de recherche virtuelle. Avec une hiérarchie, tout ça. Au sommet, il y a un agent maître. Le directeur de labo, en quelque sorte. C'est exactement ça. Il définit la stratégie, il supervise, et en dessous de lui, il a des agents orchestrateurs. Des managers spécialisés. Voilà. Un pour la méthode, un pour l'analyse de données, un pour la rédaction. Et ces managers, eux, ils dirigent des dizaines de petits agents spécialistes. Les petites mains. Les petites mains, oui. Des exécutants qui font des tâches très précises. Écrire une ligne de code, vérifier une référence, ajuster un graphique. La figure 1 du papier le montre très bien, c'est une vraie ruche. D'accord, donc on a toute une équipe de modèles d'IA différents qui collaborent. Ça paraît incroyablement complexe. Comment ils évitent que ça devienne le chaos, une sorte de réunion de labo sans fin? C'est une excellente question. Et pour éviter ça, et aussi les biais d'un seul modèle, ils ont une approche qu'ils appellent Mixture of Agents. Un mélange d'agents. Oui, ils combinent les forces des meilleurs modèles du marché. Claude, ceux d'OpenAI, Grok, Gemini. Le système sait que, par exemple, un modèle est très bon en logique, alors qu'un autre est meilleur pour générer du code. Ah, d'accord. Ils distribuent les tâches intelligemment. C'est ça. Cette diversité rend le système global beaucoup plus robuste. On a donc une équipe de choc. Mais un bon chercheur, c'est pas seulement une somme de compétences techniques. C'est aussi une façon de penser. L'article parle d'opérateurs cognitifs. C'est un point absolument crucial. C'est ce qui est censé faire la différence. Ils ont implémenté 4 opérateurs fondamentaux. Le premier, c'est l'abstraction. C'est-à-dire prendre du recul. Exactement. Se concentrer sur les schémas généraux, pas se noyer dans les détails. Pour rester flexible et garder l'objectif en vue. C'est souvent là que se fait la différence entre le technicien et le grand chercheur. Cette capacité à ne pas avoir le nez dans le guidon. Précisément. Le deuxième opérateur, c'est la métacognition. La conscience de sa propre pensée. Oui, et c'est fascinant. Le système a de protocoles d'auto-évaluation. Un agent va se demander: est-ce que mon hypothèse est solide? Est-ce que j'ai bien regardé les alternatives? Ils débattent entre eux? Ils peuvent. Un peu comme des collègues à la machine à café. Impressionnant. Et les deux autres? Plus classiques, j'imagine? Oui, mais essentiel, la décomposition. L'art de diviser un problème énorme en sous-tâches gérables. Et le dernier? L'autonomie. Chaque agent suit ses objectifs, avec un cycle constant de proposer, valider, affiner. Il continue jusqu'à ce que son travail soit jugé satisfaisant. Ce qui m'inquiète toujours un peu avec ça, c'est comment on s'assure qu'ils n'inventent pas des faits. Les fameuses hallucinations des IA. Ah, ils y ont pensé, bien sûr. C'est le talon d'Achille. La solution s'appelle DRAG, pour Dynamic Retrieval Augmented Generation. En français? C'est comme la mémoire de travail d'un chercheur, plus sa capacité à aller vérifier à la bibliothèque, quand l'IA a besoin d'un fait précis. Disons, le résultat d'une vieille étude. Voilà. Elle ne se fie pas qu'à sa mémoire interne. Elle va interroger en temps réel des bases de données comme Semantic Scholar ou PubMed. Donc elle est constamment ancrée dans la littérature scientifique. C'est ça. Ça réduit drastiquement le risque d'erreur. C'est rassurant. On a donc l'architecture, la méthode de pensée, la mémoire. La machine est prête. Est-ce qu'on l'a sortie du garage? Est-ce qu'elle a mené ses propres expériences? Oui, et c'est là que ce travail est vraiment différent. Ce ne sont pas des simulations.
C'est du réel? L'IA a été chargée de mener 3 études complètes de A à Z dans un domaine complexe, la science cognitive. Et sur quel sujet exactement? Des classiques, la mémoire de travail visuelle, la rotation mentale, La capacité à faire pivoter un objet dans sa tête? c'est ça, et la vivacité de l'imagerie mentale, c'est-à-dire la clarté de nos images dans notre tête. Attendez, pour faire ça, il faut des participants humains. Ça veut dire que l'IA a interagi avec de vraies personnes. C'est exactement ça, et c'est peut-être l'aspect le plus spectaculaire. Racontez. Pour la première étude, l'IA a tout conçu, le protocole, le code de l'expérience, puis elle a utilisé la plateforme Prolific. Très connu des chercheurs. Oui, pour recruter 288 personnes et collecter de toutes nouvelles données. Là, on passe un cap. C'est plus de l'analyse, c'est de l'action dans le monde réel. Concrètement, qu'est-ce que ces 288 personnes ont dû faire? Elles ont passé une série de tests. Pour la mémoire visuelle, par exemple, on leur montrait des petites barres orientées sur un écran. Après une pause, il fallait trouver l'orientation d'origine. C'est un test très précis. D'accord. Et la rotation mentale? Là, on leur montrait 2 figures 3D, un peu comme des formes de Tetris, et il fallait dire si c'était le même objet sous un angle différent ou une image miroir. La fameuse expérience de Shepard et Metzler. Inspiré de ça, oui. Ça force le cerveau à vraiment manipuler l'objet mentalement. On a donc la mémoire pure et la manipulation d'objets. Et pour le côté plus subjectif, le ressenti des images mentales. Pour ça, pas de test de performance, mais un questionnaire d'auto-évaluation, le VVIQ2. On demande aux gens de noter leurs propres images mentales. Exactement. D'imaginer des scènes, un visage, un lever de soleil, et de noter la clarté de l'image sur une échelle de 1 à 5. Aussi claire que dans la réalité, ou vague et brumeuse. Et c'est l'IA qui a tout géré. La conception, le recrutement, l'analyse, c'est vertigineux. Alors, quels ont été les résultats scientifiques? Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Les conclusions sont assez nuancées, ce qui est plutôt bon signe. Elle cherche pas le scoop à tout prix. Non. Par exemple, pour l'étude qui comparait mémoire visuelle et rotation mentale, elle n'a trouvé aucune corrélation significative entre les deux. Ah, c'est contre-intuitif. On pourrait penser que les deux sont liés. Justement. Et c'est un résultat intéressant, car ça remet en cause certaines théories qui postulent des ressources cognitives communes. L'IA suggère que, non, peut-être pas. D'accord. Et pour l'autre étude sur l'imagerie mentale, Là, elle a découvert que les gens avec une imagerie très vive n'étaient pas plus influencés par les images qu'ils venaient de voir. ce qui, là encore, Va à l'encontre des théories dominantes qui supposent que l'imagerie et la perception utilisent des mécanismes très similaires. elle aime bien jouer les troubles faits, cette IA. Et la troisième étude, C'était une sorte de méta-analyse des 2 premières. Elle a cherché si la mémoire visuelle pouvait prédire des capacités spatiales plus larges. et là encore, Des liens faibles. des liens négligeables, oui. Sa conclusion est subtile. Les corrélations qu'on trouve parfois pourraient venir de facteurs très généraux comme l'attention, pas d'un mécanisme visio-spatial commun. D'accord. L'IA produit des résultats pertinents. Mais la vraie question, c'est est-ce que son travail est de bonne qualité? Parce qu'un bon résultat avec une mauvaise méthode, ça vaut rien. Heureusement, il y a une évaluation par des experts humains. Oui, et c'est la partie la plus instructive du papier. Le verdict est en demi-teinte. Commençons par le positif. Le positif est frappant. D'abord, la clarté et la fluidité de la rédaction. C'est jugé professionnel, clair, ça respecte les codes, on dirait un jeune chercheur talentueux. Elle maîtrise la forme? Parfaitement. Ensuite, la rigueur. Et ça, c'est peut-être le plus important. Une rigueur méthodologique et statistique que beaucoup d'humains pourraient lui envier. C'est-à-dire? Elle a utilisé des analyses avancées, des contrôles de fiabilité, des protocoles de nettoyage de données très complets. Et enfin, le contexte. Pour chaque étude, elle a passé en revue entre 1000 et 3000 publications. C'est énorme. C'est une revue de littérature qu'aucun humain ne peut faire. Impressionnant. Mais vous avez dit demi-teinte. Il y a un mais. Ça coince où? Ça coince là où l'expérience humaine fait encore la différence, la nuance. D'accord. Le principal reproche, ce sont des erreurs théoriques. Elle interprète parfois de travers des cadres un peu subtils ou fait des affirmations un peu trop fortes que ces données ne soutiennent pas tout à fait. Le zèle du débutant, en quelque sorte. C'est une bonne image. Dans un cas, elle a présenté un résultat comme nouveau alors qu'il existait déjà des recherches similaires. Ça montre une compréhension un peu superficielle. D'autres problèmes? Oui, des petites incohérences méthodologiques. Rien de grave, mais des choses qui trahissent un manque de recul. Citer un nombre différent de participants dans 2 sections différentes, par exemple. Le genre de choses qu'un relecteur humain aurait vu. Exactement.
Et puis, c'est presque drôle, des problèmes de présentation assez basiques. Elle peut concevoir une étude complexe, mais elle trébiche sur la mise en page d'un graphique, avec des étiquettes d'axes qui manquent ou un formatage de tableau un peu maladroit. Alors, si on fait le bilan, verre à moitié plein ou à moitié vide? Je dirais à moitié plein, parce qu'elle excelle là où les humains sont souvent faibles. La rigueur, l'exhaustivité. L'objectivité même? Oui, même l'objectivité. Face à des résultats significatifs mais avec des tailles d'effet très faibles, elle a eu le bon réflexe de privilégier la signification pratique, l'importance réelle du résultat. Elle ne crie pas victoire trop vite. Non, c'est une discipline que beaucoup de chercheurs ont du mal à garder. Et le verre à moitié vide, c'est quoi alors? C'est la compréhension profonde. Elle peine avec les débats subtils, la nuance. Elle imite la structure du raisonnement scientifique de manière bluffante, mais il lui manque cette familiarité, ce feeling qui vient avec des années d'expérience. Elle connaît les mots, mais pas toujours la musique. Au-delà de cette expérience, quelles sont les implications plus larges? Ça ouvre des réflexions assez vertigineuses. Gigantesque potentiellement. D'un point de vue pratique, parlons d'efficacité. L'étude complète a pris environ 17 heures, pour un coût matériel de 114 $, sans compter les participants. Comparé aux semaines ou mois de travail d'une équipe humaine. On parle d'une accélération radicale du rythme de la science. Et ça pourrait aussi aider à résoudre certains problèmes de la science actuelle, comme la reproductibilité. Absolument. Le système documente tout. Chaque étape, chaque décision, chaque ligne de code. Tout est tracé. C'est une arme redoutable contre cette crise de la reproductibilité. Oui, on estime que 70% des chercheurs ont déjà échoué à reproduire une expérience. Avec ce système, la transparence est quasi totale. On pourrait relancer toute la recherche en appuyant sur un bouton. C'est le rêve de la science ouverte. Mais ça ouvre aussi une boîte de Pandore de questions éthiques. Que deviennent les scientifiques humains dans ce monde? C'est la grande inconnue. Leur rôle va sûrement évoluer. Se concentrer sur la créativité, la formulation des grandes questions, l'interprétation, la supervision éthique. Mais les risques sont là. Bien sûr, le volume de recherche pourrait devenir ingérable pour nous, et on peut imaginer des dérives. Le p-hacking automatisé. Le p-hacking à grande échelle, oui. Une IA qui teste des milliers d'hypothèses jusqu'en trouver une significative par pur hasard. Ou pire, une utilisation malveillante pour générer de fausses études. Et ça pose une question fondamentale. Si l'IA fait une découverte majeure, on donne le prix Nobel à qui? Et si elle publie une étude dangereuse, qui est responsable? Nos cadres juridiques et scientifiques sont totalement inadaptés à ça. Ce sont des questions de société. Mais pour finir sur une note plus positive, Oui. il y a aussi un potentiel de démocratisation énorme. Ces outils pourraient permettre à des chercheurs dans des pays avec moins de ressources de participer à la recherche de pointe. En résumé, ce système d'IA est pas parfait, c'est clair. Il a les défauts de sa jeunesse. Mais c'est une étape majeure vers ce que les auteurs appellent une science générale artificielle. Oui, ce qui est puissant, c'est la combinaison. La force de calcul des IA et la validation dans le monde réel par l'expérimentation. C'est un pont entre le numérique et l'empirique. Exactement. Et ce qui est fascinant, au-delà de la tech, c'est que ça nous force à réfléchir à ce qu'est la connaissance. D'habitude, on lie la connaissance à la compréhension humaine, à l'intuition. L'étincelle de génie. Voilà. Et là, on a un système qui produit de la connaissance empirique valide, publiable, mais sans comprendre comme un humain. Il exécute un processus. La conscience est absente. Et c'est là-dessus qu'on va laisser nos auditeurs réfléchir. Est-ce que la connaissance scientifique, au fond, a besoin d'une conscience, d'une compréhension subjective, ou est-ce qu'elle peut être le produit final d'un processus purement mécanique, algorithmique et rigoureux? Une question à méditer.